CQFD, ce qu'il fallait décrypter, deuxième partie de l'émission, toujours avec Véronique Reltsoult, Régis Lefebvre, Céline Braque et Bruno Jeudi. Et vous réagissez toujours avec le hashtag, vous le voyez en bas de votre écran, CQFD, iTélé. Tout de suite, la question de la semaine. Et c'était le 8 janvier 1996, il y a 20 ans, flash spécial, regardez. L'ancien président François Mitterrand est mort ce matin à Paris. La mort de François Mitterrand, l'une des grandes figures de la gauche. Vous voyez les images de ses obsèques le 11 janvier à Jarnac. Daniel Mitterrand, aux côtés de Mazarine Pinjot, d'ailleurs âgé de 21 ans à l'époque. Le cercueil recouvert du drapeau français. Et ces quelques mots prononcés par le président en exercice, un certain Jacques Chirac. Tout cela tisse un lien particulier où il entre du respect pour l'homme d'État et de l'admiration pour l'homme privé. Voilà, Mitterrand qui disait de Chirac, quand il vient me voir, il monte avec ses idées, il redescend avec les miennes. On va voir ce que retiennent donc les Français de ces années Mitterrand. Mais d'abord un scoop, Véronique, Mitterrand n'est pas mort, en tout cas pas complètement. Mais oui, j'ai une grande nouvelle, Mitterrand est toujours là sur le web. En fait, il est toujours parmi nous. Pour preuve, il a une page Facebook qui existe, une page Facebook où il publie régulièrement des informations. Encore ce jeudi soir, il a publié des résultats d'un mauvais sondage, puisque c'est pas un sondage de Doxa, mais les résultats d'un sondage. Il a même souhaité ses vœux de bonne année aux Français. Bon là, ok, c'était la maison nationale de François Mitterrand, mais il a un compte Twitter, il est un des pionniers, des politiques pionniers depuis 2009, donc ça fait déjà longtemps, et il publie très régulièrement. Alors évidemment avec son ton qui est bien à lui, ses tweets ressemblent à sa façon de s'exprimer. Je vous laisse l'apprécier. Et puis voilà, 2 Français sur 3 regrettent les années Mitterrand. Je dois donc être le 3e imbécile. Ça me rappelle des vieux souvenirs, n'est-ce pas? Imbécile. Mais là où on sait que Mitterrand est toujours là, c'est que les journalistes comme Antonin André nous annoncent son interview ce matin, ce vendredi matin, par El Kabash sur Europe 1. Donc il est bien là, il est bien parmi nous. C'était la fameuse interview avec les archives de Jean-Pierre El Kabash. Quelle image les Français... Souvent on n'est pas forcément au courant, Mélanie, là. On se calme un peu. Non mais j'y crois pas. Céline, une sorte de rébellion. Quelle image gardent les Français de ces années Mitterrand? Bien, les années passent, mais les clivages persistent. Donc regardez, je vais d'abord vous proposer de regarder les petites lettres, ou plutôt les petits chiffres, puisqu'on a 81% des sympathisants de gauche qui considèrent que l'héritage des années Mitterrand est plutôt positif, et 74% des sympathisants de droite qui estiment le contraire. Donc au final, ça fait un quasi 50-50 avec 51% de négatifs, 48% de plutôt positifs. En réalité, c'est parce qu'on pose bien cette question sur l'héritage des années Mitterrand. C'est pas une question... sur Mitterrand. Voilà, c'est pas une question de popularité, parce qu'en termes de popularité, il est très loin d'un De Gaulle, il est derrière un Jacques Chirac, mais les Français considèrent quand même majoritairement que ça a été un bon président. Mais c'est intéressant de voir ça en opinion, c'est que quelques années après la fin d'une présidence, eh bien, les Français retiennent essentiellement l'homme beaucoup plus que l'action, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt la personnalité, vous voyez, qu'ils impriment dans les mémoires plutôt que ce qu'il a pu faire pour le pays. Il y a eu un avant et un après Mitterrand, Régis, en termes de stratégie, de calcul politique. Oui, si en 3 minutes, rapidement, et si on devait retenir 2 choses en termes de communication politique de Mitterrand, d'abord, à mon avis, c'est la première affiche politique, et la deuxième, c'est la compréhension que la politique doit avoir une dimension profondément sacrée. Commençons par l'affiche. Pourquoi c'est la meilleure affiche? D'abord, c'est sans doute la seule dont on se souvienne, et ensuite, c'est parce que c'est une affiche qui a été conçue avec un vrai travail de publicitaire, et une affiche qui a accompagné une mutation sociologique de la France. Pour dire les choses simplement, la France n'était sans doute pas prête à voter à gauche en 81. En revanche, elle était prête à muter, elle était en train de muter sociologiquement, et c'est ce que fait cette affiche. Elle accompagne cette mutation, et elle invente cet homme qui est celui de la force tranquille, d'une société en fait, d'un héros d'une société en quête de sens. C'est ça le génie de cette affiche. En ce qui concerne la compréhension absolue de la dimension sacrée de la fonction présidentielle, je propose qu'évidemment on regarde ce court extrait que vous avez déjà passé, mais qui résume tout. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Ça, c'est Mitterrand, ça, c'est Pilan. C'est quelque chose de profondément fort. Ils ont compris
que la société avait besoin de sacré, que dans une société déchristianisée, il fallait remplacer la liturgie religieuse par une liturgie présidentielle. C'est-à-dire une liturgie avec son ensemble de cultes, de rites, de processions et son Dieu. Se comporter comme Dieu, c'est ce que Pilan disait, c'est se comporter comme le maître des horloges. On a là même jusqu'à pousser le vice ou la vertu, jusqu'à appeler Mitterrand Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ritualiser des actes normaux. Et le meilleur exemple de cette ritualisation, c'est évidemment l'ascension de la roche de ce Lutré, c'est-à-dire transformer une promenade en une procession pas n'importe quel jour, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de l'Esprit Saint, dans un endroit qui n'est pas n'importe quel endroit, qui était ce Lutré, un endroit de la France éternelle, celui des Gaulois et celui de l'esprit de la résistance. C'est vraiment ça, Mitterrand, et on voit bien que quand on regarde Mitterrand, on est évidemment très très loin du casque de Hollande avec son casque ou du pauvre con casse-toi de Sarkozy. François Hollande qui s'est recueilli devant le caveau de l'ancien président dans le cimetière de Jarnac, entouré de Mazarine Pinjot et de Gilbert Mitterrand. Il a déposé une gerbe avant de se rendre dans sa maison natale. Alors Hollande, Mitterrand, ça donne ça. Regardez, on pourrait appeler ça Mitterrandle. On va voir la photo, voilà. C'est à peu près ça. C'est le croisons-les de Guillaume Tesset sur Twitter. Le mélange. Hollande, c'est l'héritier naturel de Mitterrand. On peut faire le parallèle entre les deux hommes, Bruno ? Oui et non, Florent, parce qu'en fait, institutionnellement, politiquement, François Hollande est bien sûr l'héritier de François Mitterrand. Mais dans les faits, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que bon, même s'il est allé, vous le disiez à l'instant, s'incliner devant la tombe de l'homme de 1981, François Hollande ne cite que très rarement François Mitterrand dans ses discours, dans ses différentes interventions. En fait, François Hollande, c'est plus le fils de Jacques Delors que le disciple de François Mitterrand. Et pourtant, il a été l'un de ses conseillers dès 1981. En fait, les présidents des personnalités ces deux présidents des personnalités très différentes et même très, très éloignées. François Hollande, au fond, je veux dire, il souffre un peu d'être trop normal. Vous savez, ce fameux président normal, il souffre d'une trop grande normalité, quand François Mitterrand, lui, était bien sûr hors norme. Pourquoi hors norme ? Une vie romanesque, un parcours politique commencé à l'extrême droite, Don Juan, truqueur, enfin tout ce qu'on sait de François Mitterrand et ce que Régis a rappelé. Au fond, on peut discuter de son bilan. Personne ne discute de sa stature de président de la République. Alors du coup, François Hollande, il a compris que dans cette présidentialisation, après laquelle il court depuis le début de son mandat. On l'a vu lors de ses vœux, il commence sa mue mitterrandiste. Des vœux marqués par la répétition de mots, la patrie, le « je ». On écoute. Je vous dois la vérité. Nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme. La menace, elle est toujours là. Aussi, mon premier devoir, c'est de vous protéger. Françaises, Français, les événements que nous avons vécus nous l'ont confirmé. Nous sommes habités par un sentiment que nous partageons tous. Ce sentiment, c'est l'amour de la patrie. Voilà, là on ne parle pas d'esprit, mais on parle de sentiments communs. Toute cette polémique en ce moment sur la déchéance de nationalité à cette idée qui a d'abord été portée par la droite et par le Front National, et aujourd'hui reprise par François Hollande, c'est pas un peu ça, faire du Mitterrand aussi ? Alors c'est vrai que c'est sans doute un des aspects où François Hollande emprunte directement à son prédécesseur, l'aspect calcul, qui lui est propre, mais on voit bien que cet art de la triangulation emprunté directement à Mitterrand, il n'y a pas mieux que, j'allais dire, Mitterrand qui l'a porté au sommet avec l'ouverture en 1988. Alors François Hollande essaie de reprendre un peu cette tactique, même si on y perd un peu notre géométrie, parce qu'on voit bien, on ne sait plus trop où est la gauche et la droite, et François Hollande est sans doute en train de peut-être de pousser le bouchon trop loin avec cette affaire de triangulation qui fracasse la gauche, mais qui en même temps, disent ses partisans, lui permettent de s'élever au-dessus de son camp, et c'est peut-être l'un des buts de la manœuvre. Hollande, Mitterrand, est-ce que cette comparaison, elle existe ? Est-ce qu'on l'a fait sur le web ? Pas vraiment, en fait.
Oui, parce que on était regardé jusqu'à jeudi soir, il n'y avait que 1128 messages qui associaient François Hollande et François Mitterrand. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de messages. C'est plutôt des sujets qui parlent de l'anniversaire et de la visite officielle à Jarnac. Ou sinon, ce sont des amabilités comme Mélenchon l'a fait dans le JDD ce week-end. Donc voilà, sous Mitterrand, Hollande n'était pas pris au sérieux par personne, En gros, ça résume la bonne nouvelle. Non, on les associe pas beaucoup sur le net, mais c'est pas plus mal parce que quand c'est fait, c'est jamais vraiment à l'avantage de François Hollande, comme l'expliquait Bruno. Voilà, la comparaison n'est pas forcément bien perçue et forcément très valorisante pour François Hollande. Alors, on va poser la question, enfin vous l'avez posée, Céline, est-ce que François Hollande, président, est proche de François Mitterrand ? Moi, je dirais pas vraiment, je dirais pas du tout. C'est-à-dire que quand on pose cette question aux Français, c'est un comparatif qui parle pas. 74% des Français estiment que dans sa manière de présider la France, 74%, eh bien, François Hollande ne ressemble pas à François Mitterrand. Et c'est un comparatif qui ne fonctionne pas non plus auprès des sympathisants de gauche. Ils sont 63% à ne pas trouver de ressemblance. C'est vrai que les Français, là, sous mon prisme de l'opinion, ils ont été beaucoup plus rapidement déçus par Hollande qu'ils ne l'ont été sous François Mitterrand, c'est-à-dire que François Hollande, au bout de 3 mois, sa cote de popularité, c'est fini, c'est dans le rouge, et elle est depuis toujours dans le rouge, alors que François Mitterrand, ça a mis 2 ans, et pour son premier mandat, en 86, il était redevenu populaire. Ensuite, il y a les attributs du président qui, eh bien, pour François Hollande, c'est vraiment un de ses handicaps, c'est-à-dire que les Français ne considèrent pas que c'est un président qui a de l'autorité, qui a du charisme, ce qu'ils attribuent à François Mitterrand. Et puis, il y a une dernière chose aussi, les mesures fortes ont été moins nombreuses et moins fortes, en l'occurrence, sous François Hollande que sous François Mitterrand. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la peine de mort, c'est une mesure qui a extrêmement marqué les esprits. Dans le domaine social, eh bien, la 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, ça peut être très critiqué encore aujourd'hui à droite, mais c'est des mesures qui ont vraiment marqué les esprits, beaucoup plus sans doute que la loi Macron ou même que le mariage pour tous. Puis Mitterrand, ça a duré 14 ans quand même. Voilà. C'est aussi oui, mais bon, on pourrait se dire que le souvenir, on pourrait voilà, se dire aussi que le souvenir est moins fort que ce que vivent aujourd'hui les Français. Allez, tout de suite dans la peau de Christiane Taubira. Bonjour à tous, je suis Christiane Taubira, ministre de la Justice, et c'est donc moi qui vais défendre devant l'Assemblée nationale le projet de réforme de la Constitution qui comprend la déchéance de nationalité pour les binationaux. Et voilà ce que j'en pense, c'était jeudi sur iTélé. Je ne fais pas mystère du fait que oui, je pense que la déchéance de la nationalité n'est pas souhaitable pour des Français binationaux parce que l'efficacité dont on sait tout le monde, c'est reconnu unanimement. Alors, puis-je vraiment défendre un texte que je conteste ? Dois-je partir, comme le réclame la droite, voire même à mon avis une partie de la gauche, ou dois-je m'accrocher ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? On commence par la communication politique avec vous, Régis. Moi, je lui conseille de persister, d'accord ? Persister pour se faire exécuter et devenir ainsi un martyr de la gauche, parce qu'il y a une place à prendre, et ce combat est hautement symbolique. D'accord, donc je persiste, je démissionne pas. Non, je me fais exécuter et je deviens martyr. Ok. Véronique, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous me conseillez ? Je dis que sur les réseaux sociaux, vous avez une vraie influence, c'est une réalité. Vous existez, vous êtes très apprécié ou très critiqué, mais en tout cas, vous existez réellement. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que vous avez dérouté vos fans et vos soutiens les plus forts. On ne comprend pas trop. Ils comprennent très bien que vous êtes quelqu'un de loyal. Ils comprennent très bien que vous avez des convictions. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est où vous voulez aller. Donc en fait, il faut que vous clarifiez. Si on écoute vos soutiens les plus forts, en fait, ce qu'ils apprécient particulièrement chez vous, ce sont vos convictions. Ils aimeraient que vous assumiez vos convictions. Donc ils préféreraient que vous démissionniez. Mais en tout cas, clarifiez les choses. Dans la peau de Christiane Taubira, qu'est-ce que vous me conseillez, Bruno ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que trop de rébellion tue la rébellion. Hein. Au fond, vous faites beaucoup de mal à la politique, à votre président de la République, vous faites beaucoup de mal au gouvernement. Et j'allais dire à vous-même, parce qu'à force finalement de dire le tout et son contraire depuis quelques semaines, hein, il y a quelques jours, vous disiez c'est la parole première du président et la parole dernière du président. Vous faites du mal à vous-même. Alors j'ai envie de vous conseiller de chercher un logement, mais aussi un nouveau bureau. D'accord, merci Bruno. Je suis Christiane Taubira. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire en termes d'opinion, Céline ?
Je suis d'accord avec Bruno et avec Véronique, c'est-à-dire que je trouve qu'intellectuellement et même moralement, il est impossible de rester ministre de la Justice. Il est encore plus impossible d'imaginer défendre devant l'Assemblée nationale une réforme constitutionnelle que vous réprouvez. Qu'est-ce que vous direz aux gens qui vous diront que c'est une mauvaise réforme puisque vous serez d'accord avec eux? Je trouve que l'on marche sur la tête. Donc soit vous arrivez à vous faire exfiltrer très rapidement vers un autre ministère, soit vous démissionnez. En effet, il ne faut pas perdre le seul capital qu'il vous reste vraiment, c'est le fait d'être considérée comme une femme de valeur. Ou vous faire exécuter. Moi, je trouve qu'on n'entend pas souvent cette idée de Régis. C'est pas bête de se faire exécuter pour passer après pour la martyre. Qu'est-ce que vous en pensez? La martyrologie, ça fonctionne en fait. Ouais. Les internautes, qu'est-ce que vous feriez, vous, dans la peau de Christiane Taubira? On va voir s'afficher ces tweets. Alors, quelle part Chevènement disait quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on s'en va. Un autre tweet, je serais assez fier de ne rien lâcher de mes certitudes et démissionnerai sans solde, laissant mon studio social au suivant. Ça rejoint un peu ce que disait Bruno. Ou encore, je resterai pour emmerder Hollande et ça clique. Allez, tout de suite, les winners et les losers de la semaine. Et on commence par vous, Bruno. Winner ou loser cette semaine? Alors mon winner est Xavier Bertrand qui s'est installé lundi dans son fauteuil de président de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais Picardie. Alors depuis son élection avant Noël, on sait que Xavier Bertrand a changé de statut, a changé de dimension. Sa victoire très large finalement face à Marine Le Pen lui a même ouvert de nouveaux horizons. Alors bon, bien sûr, il a renoncé à cette primaire. C'est irrévocable, a-t-il dit à la télévision. Il faut se souvenir de ce mot-là. Parfois, certains l'ont prononcé pour autre chose. Et donc, il a renoncé à la primaire, mais il n'a pas renoncé à sa liberté de parole. Et il en use beaucoup cette semaine encore. Il a notamment fustigé ceux qui veulent revenir sur le cumul des mandats. Suivez mon regard, Nicolas Sarkozy notamment. Il a fustigé également ceux qui se laissent porter par l'ivresse des petites phrases. Encore une autre pierre dans le jardin de Nicolas Sarkozy. Entre Xavier Bertrand et l'ancien président, ça va vraiment pas. Et l'année 2016 commence sous les mêmes auspices que la fin de l'année dernière. Véronique Relsout, votre winner ou votre loser? C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la ministre Axel Lemaire qui a fait une carte de vœux mode Super Mario, qui est en fait... Voilà, elle a détourné les codes du célèbre jeu vidéo Super Mario Bros. Donc, vous voyez, on voit une petite Marianne au bonnet phrygien qui a remplacé le moustachu et qui navigue sur une plateforme. Voilà, et toutes ces grandes réformes sont listées. Donc la grande école du numérique, le French Tech, les différents emplois. Après, je disais que c'était un peu loser aussi parce que je suis pas sûr que ça apporte grand-chose, mais voilà. Ah, c'est pas mal quand même. C'est rigolo, mais c'est pas... D'accord. Pas tellement que celle-ci... Casse pas trois pattes à un canard. Voilà, c'est pas... Céline, loser ou winner cette semaine? Je vais rester dans la tonalité de l'émission en ayant un winner qui n'est plus parmi nous, puisque c'est Philippe Séguin. On voit que l'ombre de sa large statue plane sur le débat politique 6 ans, quasiment jour pour jour après sa mort. Dans l'opinion, cette semaine, Ludovic Vigogne a fait un article où il dit « c'est la valeur refuge de la droite ». Et c'est vrai que c'est incroyable le nombre de références à Philippe Séguin. Entre François Fillon qui affiche une seule photo dans son bureau, c'est Philippe Séguin, Xavier Bertrand qui ne cesse justement d'y faire référence, vous voyez Guémard qui dit qu'il était impossible mais qu'il est irremplaçable, et puis même à droite, plus à droite encore, Florian Philippot qui dit « moi petit, ça a été mon modèle en politique ». Donc c'est vrai que ce gaullisme social n'a plus d'incarnation aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qui pourrait... parler plus que jamais aux électeurs. Et puis, cette tentation d'Épinal montre que finalement, les Français sont un peu en mal de leaders politiques vivants. Et puis, il y a la tentation de la barbe. C'est la mode, Emmanuel Macron a emprunté la barbe. C'est vrai, ça. Quand même, Régis, sans barbe, on finit par vous. Oui, moi, c'est la tentation de l'entertainment. Je propose qu'on retourne à Washington avec une émission. C'est ma valeur refuge, moi. C'est ma valeur refuge. Obama s'est prêté à quelque chose d'extraordinaire. Il a été invité dans une émission, une web-série américaine qui est construite sur un principe. C'est l'animateur reçoit son
invité dans une vieille voiture. Et ensuite, ils prennent un café ensemble. Là, on va voir Obama. Je vous propose de regarder. Ça dure 15 minutes. C'est extraordinaire. Ça s'appelle Comedian and Just Getting Coffee. Et on voit Obama dans une Corvette de 63 se prêter à un show pas possible. Très, très drôle avec cet animateur. Et évidemment, à la fin, vendre son Obamacare. Quand même. Voilà. Pas mal. On se rend pas bien compte. Non, mais il faut le regarder pendant 15 minutes. Rentrer dans le bureau comme ça. Oui. Non, mais il y a tous les codes. Ça dure 19 minutes, exactement. Voilà, c'était votre winner. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci à Emmanuel Fleury qui était aux manettes aujourd'hui, à l'édition et à toute l'équipe en régie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. CQFD, c'est tous les vendredis 21h et tous les samedis 10h, 14h. Ciao à tous.